Aujourd'hui, il fait doux, on peut laisser les fenêtres grandes ouvertes. Mais les bouleaux n'ont pas encore de feuilles. Père a reçu une brigade, il a quitté Moscou avec nous il y a 11 ans et je m'en souviens parfaitement. Au début du mois de mai, à cette époque de l'année, tout est déjà en fleurs et tiède, inondé de soleil. Ça remonte à 11 ans et je revois tout là-bas, comme si c'était hier que nous étions partis. Mon Dieu, je me suis réveillée ce matin, j'ai vu cette masse de lumière, j'ai vu le printemps, la joie s'est mise à remuer au fond de mon âme avec passion, j'ai voulu retrouver notre patrie. Mais oui, du vent. Moi je suis au lycée tous les jours et après ça je donne des leçons jusqu'au soir, j'ai tout le temps mal à la tête. Je me dis toujours que c'est comme si j'avais déjà vieilli. Et c'est vrai, chaque jour, depuis 4 ans que je travaille au lycée, je sens sortir de moi comme goutte à goutte, mes forces et ma jeunesse. Il n'y a qu'un seul rêve qui s'impose, qui grandit. Partir à Moscou, vendre la maison, en finir avec tout ici et à Moscou. Oh oui, vite, vite, à Moscou. Et Macha viendra chaque année passer l'été à Moscou. Tout s'arrangera avec l'aide de Dieu. Il fait beau aujourd'hui. Oh, je ne sais pas pourquoi j'ai le cœur si plein de lumière. Ce matin, je me suis souvenu que c'était ma fête. Je me suis sentie pleine de joie. Tout à coup, je me suis souvenu de notre enfance. Quelle pensée merveilleuse remuait en moi. Tu es toute étincelante aujourd'hui et tu as l'air incroyablement belle. Et Macha aussi, elle est belle. Et Andrei, il pourrait être beau, mais il a beaucoup grossi. Et moi, j'ai vieilli. Et j'ai beaucoup maigri à force de me mettre en colère contre les filles au lycée. J'ai 28 ans, pas plus. Tout est bien, tout vient de Dieu, mais il me semble que si je me mariais, et si je pouvais rester chez moi toute la journée, ce serait mieux. Mon mari, je l'aimerais. Ces bêtises que vous dites, vous m'agacez à la fin. J'oubliais. Vous allez recevoir la visite de notre nouveau commandant de batterie, Verchini. Ma foi, j'en suis bien aise. Il est vieux? Non, ça va. 40-45 ans tout au plus. C'est un brave type, ça se voit. Pas bête, ça c'est sûr. Seulement, il parle beaucoup. Il est bien? Oui, pas mal. Seulement, il a une femme, une belle-mère et 2 petites filles. En plus de ça, c'est son 2e mariage. Il fait ses visites et dit partout qu'il a une femme et 2 petites filles. Il va vous le dire, vous aussi. Sa femme, c'est une espèce de folle avec une longue natte de jeune fille. Elle a des grands mots à la bouche, elle fait de la philosophie et des tentatives de suicide. Sans doute histoire d'empoisonner son mari. Moi, une femme pareille, je l'aurais quittée depuis longtemps. Lui, il supporte. Il se contente de se plaindre. Tu n'es pas bien gai aujourd'hui. Où vas-tu? Je rentre. Partir un jour de fête? Peu importe. Dans le temps, du temps de père, il y avait toujours 30, 40 officiers, c'était bruyant. Et à présent, il n'y a pas un chasse, c'est pire que le désert. Je ne me sens pas bien gai. Ne m'écoute pas. Nous parlerons plus tard. Adieu ma chérie, je vais marcher un peu. Comme je te comprends, Macha. Si c'est un homme qui philosophe, cela donne du philosophisme, ou mettons du sophisme. Mais si c'est une femme qui philosophe, ou même 2 femmes, alors ça donne... Tire-moi par le petit doigt. Que voulez-vous dire par là, homme monstrueusement effrayant? Rien. À peine avait-il pu dire ouf que l'ours, assis sur lui, l'étouffe. Verchinine, sans doute. Lieutenant-colonel Verchinine. Mes hommages, Verchinine. Très très heureux de me trouver enfin chez vous. Ah, comme vous voilà maintenant. Ah là là, ah là là. Prenez place, je vous en prie, c'est un grand plaisir pour nous. Je m'appelle Alexandre Ignatievitch. Alexandre Ignatievitch est de Moscou. De Moscou? Vous êtes de Moscou? Olia, mais viens donc! Figure-toi, le lieutenant-colonel Verchinine est de Moscou. Vous êtes de Moscou? Vous devez être Olga Sergeyevna, l'aînée. Et vous, Maria, et vous, Irina, la benjamine. Oui, de Moscou. Feu votre père, le colonel Prozorov, y était commandant de batterie, et moi j'étais officier dans la même brigade. Mais vous, votre visage, je crois que je m'en souviens un peu. Moi, pas du tout. Ah, comme je suis heureux. Comme je suis heureux. Mais vous êtes 3 sœurs. Je ne me souviens plus bien de vos visages, mais que votre père, le colonel Prozorov, avait 3 petites filles. Ça, je m'en souviens parfaitement. Et que je vous ai vu de mes yeux vus. Ah, comme le temps passe. Ah là là, comme le temps passe. Et moi qui croyais me souvenir de tout le monde, voilà Moi, soudain... ça va. Quelle rue habitiez-vous? La rue Vieille Bachmanaya. Nous aussi. Nous pensons y être pour l'automne. C'est notre ville natale, c'est là que nous sommes nés. Rivière et Basmanaya. Et nous qui allons nous installer là-bas? Ici, on a le froid et les moustiques. Que dites-vous là? Un si bon climat, un climat slave. Et la forêt, les rivières. Et puis ici aussi, il y a les bouleaux. Nos chers bouleaux, nos bouleaux sétimides. Ah, ce sont mes arbres préférés. Qu'il est bon de vivre ici. Ce qui est curieux tout de même, c'est que la gare est à 20 verstes et personne ne sait pourquoi. Je sais pourquoi, moi.
Pour la bonne raison que si la gare était loin, elle ne serait pas près, et que si elle est près, c'est qu'elle n'est pas loin. Très drôle, Vassili Vassilitch. Aujourd'hui, quand je me suis réveillée, que je me suis levée, que j'ai fait ma toilette, j'ai eu l'impression que tout était clair pour moi en ce monde, que je savais comment il fallait vivre. Je sais tout. L'homme doit travailler, quel qu'il soit. Il doit gagner son pain à la sueur de son front. En cela seul réside le sens et le but de la vie, son bonheur et ses enthousiasmes. Que c'est beau d'être un ouvrier qui se lève avec le jour et casse des cailloux sur les routes. Ou d'être un berger. Ou un instituteur qui instruit les enfants. Ou un mécanicien sur sa locomotive. Mon Dieu, il vaut mieux être un bœuf, un vulgaire cheval, je ne dis même pas un être humain, et travailler, plutôt que d'être une jeune femme qui se lève à midi, boit son café au lit et met 2 heures à s'habiller. Oh, comme c'est monstrueux. J'ai eu envie de gagner ma vie comme on peut avoir soif quand il fait chaud. Si je ne commence pas à me lever et à travailler, refusez-moi votre amitié. La nostalgie du travail, mon Dieu! Comme je comprends ça. Je n'ai jamais travaillé de ma vie. Je suis né à Pétersbourg, une ville froide, oisive, dans une famille qui n'avait jamais connu ni travail, ni souci d'aucune sorte. Je me souviens, quand je rentrais de l'école militaire, le domestique me retirait mes bottes et moi, pendant ce temps-là, je faisais des caprices. Ma mère me regardait avec adoration. Elle ne comprenait pas qu'on puisse me regarder autrement. On me préservait du travail. Je doute qu'on m'en ait préservé totalement. Oui, j'en doute. Le temps est arrivé. C'est une montagne qui s'avance, une tempête puissante et salubre se prépare. Elle avance, elle est déjà proche, et elle balayera de notre société la paresse, l'indifférence, les préjugés sur le travail, la pourriture rance de l'ennui. Je travaillerai, et dans 25 ou 30 ans, chaque homme travaillera. Chaque homme. Dans 25 ans, vous ne serez plus de ce monde, Dieu merci. Dans 2 ou 3 ans, vous mourrez d'un coup de sang. Ou bien c'est moi qui me mettrai en colère et qui vous logerai une balle dans le front, mon cher ange. On tombe sur un compatriote comme ça tout à coup. Je me souviens maintenant. On disait chez nous le major amoureux. Vous étiez lieutenant à l'époque et je ne sais pas pourquoi, histoire de se moquer, on vous appelait major. Mais oui, le major amoureux. On m'appelait le major amoureux, c'est ça. Ouais, j'étais jeune encore et j'étais amoureux. Maintenant c'est fini tout ça. C'est triste de voir que jeunesse a passé. À l'époque, vous n'aviez que la moustache. Oh, comme vous avez vieilli. Mais vous n'avez pas un seul cheveu gris. Bon, vous avez vieilli, mais vous n'êtes pas vieux. 42 passés pourtant. Il y a longtemps que vous avez quitté Moscou ? 11 ans. Maman est enterrée à Moscou. Figurez-vous que je commence déjà à oublier son visage. Nous aussi, c'est pareil. On ne se souviendra plus de nous. On nous oubliera. Oui, on nous oubliera. C'est notre destin, rien à faire. Ce qui nous semble grave, important, très sérieux. Le temps venu, ce sera oublié, ça n'aura plus la moindre gravité. Et notez qu'il nous est bien impossible de savoir à présent ce qui, en fin de compte, passera pour élevé, pour grave ou pitoyable et ridicule. La découverte de Copernic, ou mettons de Colomb, n'a-t-elle pas semblé dans un premier temps inutile et ridicule quand je ne sais quelle sornette écrite par le premier idiot venu passait pour pure vérité ? Et il est bien possible que notre vie à nous, avec laquelle nous faisons si bon ménage, nous paraisse au fil du temps bizarre, mal commode, sans esprit, sans pureté, peut-être même pécheresse. Et qui sait ? Peut-être la trouvera-t-on élevée, notre vie. Peut-être s'en souviendra-t-on avec respect. De nos jours, nous n'avons plus ni torture, ni invasion, ni supplice. Et pourtant, il y a tant de souffrances. Qu'on le prive de pain, le baron, pourvu qu'on le laisse philosopher. Vassili Vassilitch, je vous demande de me laisser en paix. Vous m'ennuyez, la fin. Les souffrances que nous observons aujourd'hui, et Dieu sait qu'il y en a, elles témoignent tout de même du fait que notre société a déjà atteint une certaine élévation morale. Oui, c'est sûr. C'est Andrei qui joue, notre frère. Il s'est marié à une demoiselle d'ici. Cette Natacha, mon Dieu, comme elle s'habille. Ce n'est pas que ce soit laid ou démodé, ça fait pitié tout simplement. Andrei, Viens donc, le sopatine. voici notre frère Andrei. Andrei, le colonel Verchinine. Verchinine. Zorov, alors c'est vous notre nouveau commandant de batterie? Tu te rends compte, Andrei, le colonel vient de Moscou. Vraiment? Mes sœurs ne vous laisseront plus en paix maintenant. Vous avez vu ce petit cadre-là? Andrei me l'a offert aujourd'hui pour y mettre un portrait. C'est lui qui l'a fait. Et l'autre là, sur le piano, il est de lui aussi.
sans doute. Papa était militaire, son fils a choisi la carrière scientifique. Selon les mots de papa. Excusez-moi, mais je n'ai pas dormi de la nuit. Je ne suis pas tout à fait dans mon assiette, comme on dit. J'ai lu jusqu'à 4h du matin ce bouquin que je compte traduire de l'anglais. Vous lisez l'anglais? Oui, grâce à mon père. Mes sœurs et moi, nous savons le français, l'allemand et l'anglais. Et Irina, en plus, elle sait l'italien. Mais à quel prix? Dans cette ville, savoir 3 langues, c'est un luxe inutile. Et même, ce n'est pas un luxe, c'est une sorte d'appendice inutile. Comme un 6e doigt. Nous savons beaucoup de choses superflues. Voyez-vous ça? Beaucoup de choses superflues. Il me semble qu'il n'existe en ce monde aucune ville morne et ennuyeuse qu'un homme instruit et intelligent y soit superflu. Mettons que des 100 000 habitants de cette ville, une ville bien sûr grossière et arriérée, des gens comme vous, il n'y en ait que 3. Bien sûr, vous ne viendrez pas à bout de la masse obscure qui vous entoure, cela va de soi. Peu à peu, au cours de votre vie, vous serez forcé de céder, de vous fondre dans la foule des 100 000. La vie vous étouffera, mais vous ne disparaîtrez pas. Vous ne resterez pas sans influence. Des gens comme vous, après vous, il y en aura peut-être 6 déjà, puis 12 et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'au bout du compte, les gens comme vous soient la majorité. D'ici à 200-300 ans, la vie sur Terre sera incroyablement belle et éblouissante. L'homme a besoin de cette vie-là. Et s'il ne la possède pas encore, eh bien il doit s'y préparer, l'attendre, la pressentir, la rêver. Il doit par conséquent voir et connaître plus que ce qu'ont vu et connu son père et son grand-père. Et vous vous plaignez de savoir beaucoup de choses superflues. Vraiment, tout cela, il faudrait le noter. Vous dites que dans de longues années, la vie sur Terre sera magnifique, éblouissante, c'est vrai. Mais pour y participer dès à présent, même de loin, il faut s'y préparer, il faut travailler. N'empêche toutes ces fleurs que vous avez ici. L'appartement est merveilleux, je vous envie. Moi, toute ma vie, je n'ai traîné que dans des petits appartements avec un divan, 2 chaises, des poêles qui fumaient toujours. Toute ma vie, ce qui m'a manqué, c'est justement des fleurs comme celle-là. Oui, il faut travailler. Vous, je vous parie, vous vous dites, bah, du lyrisme à l'allemande. Mais je suis russe, je ne parle même pas allemand. Je me dis souvent... Mon père, il est orthodoxe. Mettons qu'on efface la vie et qu'on recommence, mais consciemment cette fois. Que la vie qu'on aurait déjà vécue, ce soit un brouillon, comme on dit, et l'autre le propre. J'imagine que l'homme s'efforcerait de ne pas se répéter soi-même. Il se créerait au moins une atmosphère de vie. Il arrangerait un appartement comme celui-ci, avec des fleurs, une masse de lumière. J'ai une femme et 2 petites filles. Et ma femme, c'est une personne à la santé fragile, etc., etc. Bon. Eh bien, si je pouvais recommencer, je ne me marierais pas. Non. Non, je vous remercie. Je suis extrêmement heureux d'avoir fait votre connaissance. Vous partez? Oh non, non. Vous resterez déjeuner avec nous, je vous en prie. Je vous le demande. Je reste déjeuner chez vous. Mais il me semble que j'arrive pour une fête. Je ne savais pas, pardonnez-moi, je ne vous l'ai pas souhaité. Andrei est là, laissons-le lire. Ah. Veuillez m'excuser, Vassili Vassilitch, je ne savais pas que vous étiez là. Je ne suis pas habillée. À quoi pensez-vous? À rien. Je n'aime pas votre Salioni. Il ne dit que des bêtises, j'ai peur de lui. C'est un homme bizarre. Je le plains surtout. J'ai l'impression qu'il est timide. En tête à tête, il peut être intelligent, très délicat. En société, c'est un rustre, un bretteur. À quoi pensez-vous? Vous avez 20 ans, je n'en ai pas 30. Il nous reste encore tant d'années devant nous. Une longue suite de journées, toute pleine de mon amour pour vous. Nikolai, ne me parlez pas d'amour. J'ai une soif passionnée de vivre, de lutter, de travailler. Et cette soif s'est fondue dans mon âme avec mon amour pour vous. Irina, et comme par miracle, vous êtes belle. Et la vie me semble si belle. À quoi pensez-vous? Vous dites la vie est belle. Oui, pour peu qu'on veuille la trouver belle. Pour nous, les 3 sœurs, la vie n'a pas encore été belle. Elle nous a étouffés comme de la mauvaise herbe. Des larmes qui coulent. Il ne faut pas. Ce qu'il faut, c'est travailler, travailler. Si nous nous sentons tristes, si nous voyons la vie sous un jour tellement sombre, c'est que nous ne connaissons pas le travail. Je démissionnerai. Nous partirons tous les 2 demain, s'il le faut, à Moscou. Nous travaillerons, vous au lycée, moi à la briqueterie. Je vous rendrai heureuse. Il n'y a qu'une chose. Une seule chose. Vous ne m'aimez pas.
Ce n'est pas en mon pouvoir. Je serai votre épouse, fidèle, soumise. Mais l'amour n'est pas là, que faire? Je n'ai jamais aimé de ma vie. Oh, comme je rêvais d'amour! J'en rêve depuis si longtemps! Mon âme est comme un piano précieux qui serait fermé à clé et la clé perdue. Dans ma vie, il n'y a rien de si terrible que j'en ai peur. Et seule cette clé perdue me déchire le cœur. Dites-moi quelque chose. Je ne sais pas. Bien sûr, l'habitude y est pour beaucoup. Après la mort de père, par exemple, nous avons mis longtemps à nous habituer à ne plus avoir d'ordonnance. Mais en dehors de l'habitude, il me semble que c'est aussi l'équité qui parle en moi. Peut-être n'est-ce pas pareil ailleurs, mais dans notre ville, les gens les plus honnêtes, les plus dignes et les mieux éduqués, ce sont les militaires. J'ai soif. Je prendrai bien du thé. On va bientôt le servir. On m'a mariée quand j'avais 18 ans. Et j'avais peur de mon mari parce qu'il était professeur et j'avais à peine fini mes études. Je le trouvais terriblement instruit, intelligent, important. Ce n'est plus le cas maintenant, hélas. Oui, c'est vrai. Je ne dis rien de mon mari. Je me suis faite à lui. Mais les civils, dans l'ensemble, ils sont si souvent grossiers, mal polis, mal éduqués. La grossièreté, elle me blesse. Elle m'humilie. Je souffre quand je vois qu'un homme manque de finesse, de douceur, de tact. Quand je me trouve parmi les professeurs, les collègues de mon mari, je souffre tout simplement. Il me semble que c'est sans importance, civil ou militaire. Ils n'ont pas plus d'intérêt les uns que les autres, du moins dans cette ville. Prêtez l'oreille à l'un de nos intellectuels civils ou militaires, il vous dira qu'il ne supporte plus sa femme, qu'il ne supporte plus son domaine, il ne supporte plus sa maison, il ne supporte plus ses chevaux. Le Russe est très enclin aux pensées élevées, mais dites-moi pourquoi dans la vie en reste-t-il si bas? Pourquoi? Pourquoi ne supporte-t-il plus sa femme? Pourquoi ne supporte-t-il plus ses enfants? Et pourquoi sa femme et ses enfants ne peuvent-ils plus le supporter lui? L'une de mes filles est un petit peu malade. Et lorsque mes filles tombent malades, je me ronge d'inquiétude. Je me torture à l'idée de leur avoir donné une mère pareille. Ah, si vous l'aviez vu ce matin, quel moins que rien. Nous avons commencé à nous disputer à 7h. À 9h, je suis parti en claquant la porte. Je ne parle jamais de ces choses-là. C'est bizarre, il n'y a qu'à vous que je me plaigne. Ne m'en veuillez pas, mais à part vous, vous seul, je n'ai personne. Personne. Vous êtes une femme splendide, merveilleuse. Splendide, merveilleuse. Il fait sombre ici, mais je vois la lumière dans vos yeux. Il fait plus clair ici. J'aime vos yeux. J'aime vos gestes que je vois en rêve. Une femme splendide, merveilleuse. Quand vous me parlez comme ça, je souris. Je ne sais pas pourquoi, même si j'ai peur. Ne recommencez pas, je vous en prie. Et puis bon, parlez, peu m'importe. C'est fou ce que ça comprend un bébé. Bobby, que je lui dis « Bonjour, bonjour mon mignon ». Et lui, il me regarde d'un regard comme ça. Vous pensez seulement que c'est la mère qui parle en moi? Pas du tout, je vous assure, c'est un enfant extraordinaire. Cet enfant-là, si c'était le mien, je le ferais frire à la poêle et je me le mangerais. Mal appris. Grossier personnage. Bonjour les petits bonbons. Salioni les a mangés. Tous? Il est drôle ce Salioni. Dites-moi quelque chose. Dites-moi quelque chose. Quoi donc? Quoi donc? Autour, tout est si mystérieux. Les vieux arbres se dressent là. Ils se taisent. Dites-moi quelque chose. Mais quoi? Vous dire quoi? Quoi donc? Quelque chose. Assez. Assez. Quel broutille. Quel détail idiot se mettre parfois à prendre de l'importance dans la vie tout d'un coup. On se moque de ça comme on l'a toujours fait, on sait que ce sont des broutilles, et malgré tout, on avance et on sent bien que l'on n'a plus à force de s'arrêter. Laissons cela. Je me sens gai! Je crois que c'est la première fois de ma vie que je vois ces sapins, ces érables, ces bouleaux. Et tout cela m'observe avec curiosité et attend. Quels beaux arbres! Et finalement, comme il doit faire bon vivre auprès d'eux. Regarde, cet arbre s'est desséché.
mais il se balance toujours avec les autres, dans le vent. Ainsi, j'ai l'impression que, même si je meurs, je continuerai pourtant à participer à la vie, d'une façon ou d'une autre. Nikolai. Le sort en est jeté. À Moscou! J'ai un nom triple. Je suis le baron Tutsenbar Krön Altschauer. Mais je suis russe et orthodoxe, tout comme vous. Ma foi, s'il n'y a pas de thé, philosophons. Très bien. À quel sujet? Quel sujet? Rêvons un peu. À la vie qu'il y aura après nous d'ici 200 à 300 ans. Ma foi, après nous, on volera en montgolfière, les vestons changeront de coupe, on découvrira peut-être un 6e sens qu'on développera, mais la vie restera semblable, difficile, heureuse et pleine de mystères. Et dans 1000 ans, les hommes gémiront de la même façon. Oh, mais que la vie est dure et en même temps, exactement comme aujourd'hui, ils auront peur de la mort et ne voudront pas mourir. Comment vous dire? J'ai l'impression que tout sur Terre est destiné à changer petit à petit et que tout change déjà sous nos yeux. D'ici à 200-300 ans, 1000 ans si vous préférez, une vie nouvelle et heureuse commencera. Cette vie, nous n'en serons pas, mais c'est pour elle que nous vivons aujourd'hui, que nous travaillons, que nous souffrons, enfin qui la créons. Et c'est cela seul le but de notre existence. Et si vous préférez, notre bonheur. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas. Je n'arrête pas de sourire aujourd'hui. Depuis ce matin, je souris. J'ai interrompu mes études au même stade que vous. Je n'ai pas fait l'académie militaire. Je lis beaucoup, mais mes livres, je ne sais pas les choisir. Et pourtant, plus je vis, plus j'ai soif de savoir. Je suis déjà presque un vieillard, et je sais peu de choses, si peu. Et pourtant, quand même, il me semble que l'essentiel, ce qui compte vraiment, je le sais pour de bon. Comme j'aimerais vous démontrer qu'il n'y a pas de bonheur, qu'il ne doit pas y en avoir et qu'il n'y en aura pas pour nous. Nous devons simplement travailler et travailler. Le bonheur, c'est le lot de nos lointains petits-neveux. Même pas le droit de rêver au bonheur, d'après vous. Et moi, si je suis heureux? Non. À l'évidence, nous ne nous comprenons pas. Mais comment vous convaincre? Souriez, c'est ça. Sans parler de 200 ou 300 ans, même dans 1 million d'années, la vie, elle restera ce qu'elle a toujours été. Elle ne change pas, elle est immuable, elle suit ses propres lois qui ne vous concernent pas, ou du moins que vous ne connaîtrez jamais. Les oiseaux migrateurs, ils volent. Et quelles que soient les pensées, nobles ou pas, qui leur passent par la tête, ils continuent de voler, sans savoir ni pourquoi ni vers quoi. Ils volent, et ils voleront toujours, quels que soient les philosophes qui surgissent parmi eux. Et d'ailleurs, qui philosophent autant qu'ils veulent, du moment qu'ils volent. Mais quand même, le sens. Le sens. Tenez, il neige, où est le sens? Il me semble que l'homme doit être croyant, ou s'efforcer de l'être, sans quoi sa vie est vide. Vivre sans savoir pourquoi les grues volent, pourquoi les enfants naissent, pourquoi il y a des étoiles dans le ciel. Soit on sait pourquoi l'on vit, soit tout n'est que du vent. Gogol a dit quel ennui de vivre en ce monde, messieurs. Et moi, je dirais qu'elle croit de parler avec vous, messieurs. J'abandonne là, vraiment. Le sort en est jeté. Je donne ma démission. On m'a dit ça. Je ne vous approuve absolument pas. Je n'aime pas les civils. Enfin, peu importe. Je ne suis pas beau. Qu'est-ce que je peux valoir comme militaire? Enfin, peu importe. Notez bien, je travaillerai. Au moins une fois dans ma vie. Je travaillerai si dur que quand je rentrerai le soir, de fatigue, je m'écroulerai sur mon lit. Et je m'écroulerai et je dormirai comme une masse. Oh, comme ils doivent bien dormir, les ouvriers! Mais ça ne sert à rien ici. C'est une paysanne. Ça doit vivre au village, ces gens-là. Qu'est-ce que c'est que ce gaspillage? J'aime qu'il y ait de l'ordre à la maison. Ma pauvre petite. Tu es fatiguée. Elle est fatiguée, notre directrice. Quand ma Sofochka aura grandi qu'elle rentrera au lycée, moi j'aurai peur de toi. Mais je ne serai pas directrice. Mais tu seras élue au Yetchka, c'est décidé. Je refuserai. Je ne peux pas. J'ai pas la force. Tu as été si brutale avec la nourrice. Excuse-moi, je suis pas en état de supporter. J'en ai eu comme un voile devant les yeux. Pardon, Yetchka, pardon. Je ne voulais pas te faire de peine. Comprends-moi, ma chérie. Nous avons peut-être reçu une éducation bizarre. Et je ne supporte pas ça. Cette façon de se conduire, ça m'oppresse. Ça me rend malade. Ça m'enlève tout simplement tout mon courage.
Pardon. La moindre grossièreté, la moindre parole sans délicatesse suffit à me bouleverser. Je dis souvent des choses inutiles, c'est vrai. Mais reconnais ma chérie qu'elle serait aussi bien dans son village. Elle est chez nous depuis 30 ans. Mais elle est incapable de travailler à présent. Soit je ne te comprends pas, soit c'est toi qui ne veux pas me comprendre. Elle est inapte à tout travail. Elle ne fait que dormir ou rester assise. C'est bien qu'elle reste assise. Mais comment qu'elle reste assise? C'est une domestique. Je ne te comprends pas, Olia. J'ai une nurse, j'ai une nourrice. Nous avons une bonne, une cuisinière. À quoi elle nous sert, cette vieille-là? À quoi? Il faut que nous mettions les choses au clair, une bonne fois pour toutes, Olia. À toi le lycée, à moi la maison. À toi l'éducation, à moi les problèmes ménagers. Si je dis quelque chose sur les domestiques, je sais ce que je dis. Je sais ce que je dis. Qu'à partir de demain, je ne la vois plus, cette vieille voleuse, cette sorcière, cette saleté. Et j'interdis qu'on m'énerve. J'interdis. C'est vrai que tant que tu n'auras pas déménagé pour t'installer en bas, nous serons sans cesse comme chien et chat. C'est effroyable. Qu'est-ce que tu fais, Andriocha? Tu lis? Non, rien, juste comme ça. Olga travaille tout le temps, la malheureuse. Ce matin, je dis à ta sœur, ménage-toi un peu, je lui dis, ma pauvre petite. Elle n'écoute rien. Bobby qui souffre. J'ai peur. Pourquoi est-il glacé? Hier, il avait de la fièvre et aujourd'hui, il est glacé. J'ai tellement peur. Ce n'est rien, Natacha, le petit va bien. Il vaut mieux le mettre à la diète. Et aujourd'hui, entre 8 et 9 heures, il paraît que les masques vont venir. Mieux vaudrait qu'ils ne viennent pas. Je n'en sais rien, mais on les a invités. Ce matin, le petit Bouchou, il se réveille, il me regarde et il me fait un sourire. Ça veut dire qu'il m'a reconnu. Bobby, que je lui dis bonjour, bonjour mon mignon. Et lui, il rit. Les enfants comprennent parfaitement. Bon, alors je vais dire qu'on ne les reçoit pas. Mais ce sera comme mes sœurs. Ce sont elles qui décident. Non mais elle aussi, je le dirai. Bobby qui est glacé, j'ai peur. Il faut le changer de chambre. Ne serait-ce qu'en attendant la belle saison, il faudrait le changer de chambre. Par exemple, Irina, sa chambre, elle est parfaite pour un enfant. Bien sèche, du soleil toute la journée. Il faut le lui dire. Mon petit Andriocha chéri, pourquoi ne dis-tu rien? Comme ça, je réfléchissais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Heureux celui qui ne remarque pas si c'est l'été ou l'hiver. Si j'étais à Moscou, il me semble que je serais indifférente au temps qu'il fait. J'ai lu ces jours-ci le journal d'un ministre français. Un journal écrit en prison, le ministre était condamné pour une affaire quelconque. Avec quelle joie, quelle exaltation il évoque les oiseaux qu'il voit par la fenêtre de sa prison, lui qui n'y prêtait pas attention auparavant quand il était ministre. Bien sûr, maintenant qu'il a retrouvé la liberté, c'est comme avant, il n'y fait plus attention aux oiseaux. Et bien de même, vous ne ferez plus attention à Moscou quand vous y habiterez. Le bonheur, nous ne l'avons pas, nous ne l'avons jamais, nous pouvons seulement y rêver. Pour moi, de ma fille, bien sûr. Encore ces histoires. Que se passe-t-il? Ma femme s'est encore empoisonnée, il faut que j'y aille. Se marier, ça ne sert à rien. Parce que c'est ennuyeux. Donnez-moi, c'est du cognac, je crois, là-bas. Vous êtes toujours tout seul, en train de réfléchir. À quoi? Personne ne le sait. Allez, faisons la paix. Buvons du cognac. Aujourd'hui, je vais devoir jouer du piano toute la nuit. Rien que des bêtises, sans doute. Mais tant pis. Faire la paix. Pourquoi ça, nous ne sommes pas brouillés? Vous laissez toujours à penser qu'il s'est passé quelque chose entre nous. Vous avez un caractère étrange, il faut l'admettre. Étrange, moi? Qui donc n'est pas étrange? Soumets-toi, Aliko. Que vient faire Aliko, ici? Quand je suis seul avec quelqu'un, ça va, je suis comme tout le monde. Mais en société, je suis sombre, timide. Je dis des bêtises. Et pourtant, je suis bien plus honnête
bien plus respectable que bien d'autres. Oui, bien d'autres. Et je peux le prouver. Je vous garde souvent rancune. Vous êtes toujours à me chercher querelle quand nous sommes en société. Et pourtant, je ne sais pas pourquoi, vous m'êtes sympathique. Je me saoule aujourd'hui. Buvons. Buvons. Je n'ai rien contre vous, baron, mais j'ai le caractère de Lermontov. Et j'ai même le physique de Lermontov, à ce qu'on dit. Je donne ma démission, basta. J'ai réfléchi pendant 5 ans, et ça y est, ma décision est prise. Je vais travailler. Soumets-toi à l'écho, oublie ces rêves que tu vis. Je vais travailler. Le diable m'emporte. Buvons, Andriusha. Allez, buvons à notre tutoiement. Toi et moi, Andriusha, nous irons à Moscou, à l'université. Laquelle? Il y a 2 universités à Moscou. Il n'y a qu'une seule université à Moscou. Et moi, je vous dis 2. Ouais, mettons même 3, tant mieux. Il y a 2 universités à Moscou. Il y a 2 universités à Moscou, l'ancienne et la nouvelle. Et si vous ne souhaitez pas m'entendre, si mes paroles vous agacent, je peux ne pas parler. Je peux même me retirer. Bravo, bravo! Messieurs, commencez. Moi, je me mets au piano. Il est drôle, ce Salini. Ouf. Tout à l'heure, j'ai manqué de tact. Je me suis conduit comme un ruste. Mais vous n'êtes pas comme les autres, vous. Vous êtes noble et pur. Vous voyez la vérité. Vous êtes la seule à pouvoir me comprendre. J'aime profondément, j'aime infiniment Adieu, ma manière... partez. Je ne peux pas vivre sans vous. Oh, bonheur. Ces yeux somptueux, merveilleux, stupéfiants, je n'en ai vu chez Arrêtez, aucun. Vassili Vassilievitch. C'est la première fois que je parle de mon amour pour vous. Croire que je ne suis pas sur Terre, mais sur une autre planète. Bon, peu importe. On ne peut pas forcer autrui à vous aimer, bien sûr. Mais de rival heureux, je ne dois pas en avoir, je ne dois... Je vous le jure, sur tout ce qu'il y a de sacré, mon rival, je le tuerai. Baron ?
Thank you.